Dans les ruelles animées de Lyon, entre les voitures pressées et les passants indifférents, un garçonnet chétif fend la foule, son regard à l'affût. Il s'appelle Théo. Ses vêtements sont couverts de taches, ses baskets trop grandes raclent le pavé et ses cheveux forment une touffe désordonnée. Depuis des semaines, peut-être des mois, il survit de petits vols, de la générosité occasionnelle de quelques âmes charitables, ou, le plus souvent, des déchets derrière les restaurants. Ce soir-là, le vent est glacial et la pluie menace de tomber à tout instant. Théo, serrant son estomac vide, se dirige vers une ruelle qui longe un grand restaurant de luxe, réputé pour ses plats gastronomiques et son service impeccable. À l'arrière du bâtiment, il s'accroupit près des poubelles, inspectant rapidement les sacs sans éveiller les soupçons. Mais aujourd'hui, rien. Juste des épluchures, des serviettes usées et des restes immangeables. Le ventre toujours vide, il s'approche d'une porte de service entr'ouverte. De l'intérieur s'échappent des voix, des rires feutrés et l'odeur enivrante de viande rôtie. Son courage vacille un instant, mais il finit par glisser la tête à l'intérieur. Il marche lentement, à petits pas, jusqu'à ce qu'un serveur en tablier noir le remarque. Le serveur, d'abord surpris, s'apprête à le repousser, mais Théo lève la main. Sa voix, un murmure s'élève à peine. « Je peux manger les restes ?» L'homme hésite, pris entre son devoir et l'étrangeté de la situation. Mais sans rien répondre, il fait un pas en arrière, comme pour lui dire d'attendre. Théo reste là, immobile, les yeux brillants d'espoir, les mains tremblantes. Dans la salle principale, décorée de lustres en cristal et de nappes blanches parfaitement repassées, Julien Moreau, assis à une table près de la baie vitrée, lève les yeux de son téléphone. Célèbre entrepreneur, souvent cité dans les magazines pour ses acquisitions audacieuses et sa fortune colossale, il est reconnu pour sa froideur légendaire et son détachement vis-à-vis des émotions humaines. Ce soir-là, comme toujours, il dîne seul, entre deux rendez-vous d'affaires. Mais quelque chose perturbe sa concentration. Son regard s'arrête sur la silhouette frêle du garçon, visible à travers la porte entr'ouverte menant à la cuisine. Il observe ce visage sale, ses traits tirés, et soudain son cœur rate un battement. L'enfant a quelque chose de familier. Une impression fulgurante le saisit. Sa main, sans qu'il s'en rende compte, se crispe autour de sa fourchette. Son souffle devient irrégulier. Ce n'est pas seulement de la pitié. Il y a autre chose. Il se lève lentement, laissant derrière lui son assiette à moitié pleine. Il traverse la salle, indifférent au regard surpris des autres clients, et s'approche du couloir où le garçon attend. À mesure qu'il s'approche, les détails du visage de Théo se précisent. Les yeux, la mâchoire, le petit creux dans le menton. Une image refoulée remonte à la surface violente, déchirante. Il sort précipitamment son portefeuille, en tire une vieille photo froissée, légèrement ternie par le temps. Il la regarde, puis regarde le garçon. Le choc est immédiat. La photo montre un enfant, âgé de 5 ans environ, blond, souriant dans un jardin ensoleillé. À côté de lui, une balançoire vide. Julien baisse les yeux vers Théo. Il n'a plus de doute. C'est le même visage, vieilli de quelques années, abîmé par la rue, mais reconnaissable entre mille. Il sent le sol se dérober sous ses pieds. Son fils, Lucas, disparu depuis 4 ans, se tient là, devant lui. Ou du moins, quelqu'un qui lui ressemble à s'y méprendre. Mais Julien ne dit rien. Il referme le portefeuille, dissimule son trouble sous un masque d'indifférence feinte. Théo, qui l'observe à son tour, fait un pas en arrière, méfiant. Il a l'instinct de ceux qui ont appris à fuir avant de comprendre. Julien, lui, reste figé. 1000 pensées le traversent. Est-ce possible? Est-ce une illusion? Si c'est vraiment Lucas, pourquoi est-il là, seul, affamé, méconnaissable? Le serveur revient avec un sachet de nourriture. Théo le saisit rapidement, lance un regard méfiant vers Julien et file à toute vitesse, disparaissant dans la nuit. Julien ne tente pas de le suivre. Il retourne lentement à sa table, abasourdi. Son repas est froid. Il ne touche plus à rien. Dans les heures qui suivent, alors qu'il tente de se convaincre que ce n'était qu'une ressemblance troublante, il ne parvient pas à effacer l'image du garçon de son esprit. Le visage de Lucas le hante, et une vérité naît lentement dans son esprit. Il doit en avoir le cœur net, peu importe le prix, peu importe les risques. Il ne sait pas encore que cette rencontre improbable vient de bouleverser sa vie, et que derrière les yeux tristes de ce garçon nommé Théo se cache un passé qu'il croyait à jamais perdu. Le lendemain matin,
Julien Moreau se réveilla avant même que son réveil ne sonne. Il avait à peine dormi. Toute la nuit, l'image du garçon errant au fond du restaurant n'avait cessé de le hanter. Il s'était levé plusieurs fois, avait observé la photo de Lucas encore et encore, scrutant les moindres détails, cherchant à comprendre. Chaque comparaison renforçait cette certitude viscérale qu'il refusait pourtant de formuler à voix haute. Ce garçon, ce Théo, ne pouvait pas n'être qu'une coïncidence. Il passa sa matinée en silence, annulant ses réunions, repoussant ses appels. Pour la première fois depuis des années, les chiffres, les acquisitions et les courbes de croissance n'avaient plus la moindre importance. Il ne répondit même pas à ses collaborateurs les plus proches. Son esprit était ailleurs, figé sur un visage, un regard, une possibilité insensée. À midi, il prit la décision de retourner au restaurant, espérant revoir le garçon. Mais il ne trouva que des employés affairés, des cuisines déjà nettoyées et aucune trace de Théo. Julien attendit des heures, assis dans sa voiture, les yeux fixés sur la ruelle, le cœur battant au rythme des pas qui résonnèrent sur les pavés. Il avait confié une mission discrète à son chauffeur personnel, un homme loyal et discret, capable d'agir sans attirer l'attention. Il lui demanda de suivre le garçon, de découvrir où il allait, avec qui il vivait s'il était seul. Le chauffeur n'avait pas posé de questions. Il savait lire l'urgence dans les yeux de son employeur. En fin d'après-midi, un message bref arriva. « Je l'ai localisé ». Julien bondit dans la voiture, pressant le chauffeur de l'emmener immédiatement. La route fut silencieuse, longue, même si elle ne dura que quelques minutes. Ils franchirent la Saône et arrivèrent à proximité du pont de la Guillotière, un lieu connu pour ses abris improvisés, ses coins sombres et ses habitants invisibles. Là, sous une arche humide, camouflée entre des cartons, des sacs en plastique et quelques vêtements entassés, Théo dormait. Il était recroquevillé sur lui-même, comme pour se protéger du froid et du monde. Julien resta dans la voiture, incapable de s'approcher. Le voir ainsi, si vulnérable, renforçait l'intensité de ce qu'il ressentait. Il ne pouvait plus nier cette réalité. Ce garçon ressemblait trait pour trait à son fils. Mais il ne pouvait pas agir avec brutalité. Il savait qu'un faux pas pourrait briser ce fragile fil invisible qui semblait les relier. Il fallait comprendre, chercher la vérité avec précaution. Le lendemain, il sollicita un rendez-vous avec une assistante sociale en lien avec des associations locales. Il se présenta simplement comme un mécène intéressé par la situation des enfants sans abri. La femme, méfiante d'abord, finit par lui parler de Théo. Elle le connaissait de vue. Elle l'avait vu apparaître quelques mois auparavant, sale, silencieux, affamé. Il ne parlait presque jamais, ne répondait à aucune question sur son passé. Elle l'avait pris en affection, comme beaucoup dans le milieu associatif. Mais personne ne savait d'où il venait. Il n'avait aucun papier, pas de prénom au début. Il ne disait même pas son âge. C'est elle qui l'avait appelé Théo, en souvenir de son frère disparu. Un jour, après des semaines, il avait accepté ce prénom. Mais son vrai nom? Aucune idée. Julien écouta, silencieux, notant chaque détail. Il demanda si une enquête avait été faite. Elle haussa les épaules. Il y avait trop d'enfants comme lui. Trop peu de moyens, trop de silence. Le soir, Julien retourna seul sous le pont. Théo n'était pas là. Il attendit, observant chaque silhouette. À 20 heures passées, il vit le garçon revenir, un vieux sac à dos sur l'épaule. Julien n'osa pas l'aborder. Il se contenta de le regarder, son cœur se serrant à chaque mouvement. Théo mangea une conserve froide, s'allongea sur un tapis usé puis s'endormit, comme si tout cela était normal. Julien, quant à lui, resta là, figé dans le froid, incapable de partir, incapable d'agir. Durant les jours qui suivirent, il multiplia les visites discrètes, surveillant de loin, apprenant les habitudes du garçon. Il découvrit qu'il évitait les foules, fuyait les adultes, mais aidait parfois d'autres enfants plus jeunes, leur donnant une partie de ses maigres trouvailles. Il semblait farouche mais pas mauvais, méfiant mais pas violent. Julien se surprit à penser que cette capacité à survivre ne pouvait venir que de Lucas. Son fils avait toujours été intelligent, observateur. Ce Théo lui ressemblait, jusque dans les gestes. Mais ce qui troubla Julien le plus, ce fut un détail. Un soir, alors que Théo réarrangeait ses affaires, une vieille peluche sortit de son sac. Une peluche en forme de lion. Julien reconnut immédiatement ce jouet. C'était celui que Lucas emportait partout, offert par sa mère à sa naissance. Un exemplaire unique,
fabriqués à la main. Il n'en avait jamais vu d'autre. Le voir là, entre les mains de Théo, le frappa comme une gifle. Il rentra chez lui, bouleversé, envahi par des souvenirs. Le rire de Lucas, les promenades en forêt, les histoires du soir. Et surtout, ce jour fatidique où tout avait changé. L'absence, l'attente, les appels à la police, les affiches, l'espoir, puis le silence. 4 années à vivre avec un vide permanent. Et maintenant, ce garçon, ce lion en peluche. Julien n'avait plus de doute. Ce n'était pas une simple ressemblance. C'était une preuve. Mais que faire? Il ne pouvait pas simplement l'emmener. Il ne pouvait pas imposer sa vérité. Le garçon ne semblait pas le reconnaître. Et s'il se trompait? Et si Théo n'était qu'un mirage, une illusion née du chagrin? Julien savait qu'il devait agir avec méthode. Il décida d'engager un détective privé. Il fallait trouver des réponses. Identifier ce clerc dont l'assistante sociale avait vaguement entendu parler. Une femme qui aurait été vue avec Théo il y a plusieurs mois, puis qui aurait disparu. Julien se replongea alors dans les dossiers de l'enquête initiale, les témoignages, les indices jamais résolus. Il ressortit les courriers anonymes reçus à l'époque du rapt de Lucas. Il compara les mots, les lettres, les menaces voilées. Une obsession grandissait en lui. Tout cela était lié. Et Théo, volontairement ou non, en détenait les clés. Restait à les faire parler, sans précipitation, sans violence, mais avec une détermination froide, celle d'un homme prêt à tout pour retrouver son fils. Le bureau du détective privé se trouvait dans une rue discrète du 3e arrondissement, loin de l'agitation du centre-ville. Julien s'y rendit tôt, avant même l'ouverture officielle, poussé par une urgence qu'il n'osait pas exprimer pleinement. Il confia au détective, un certain Martial Clément, tout ce qu'il savait de Théo. Pas de spéculation, juste des faits. L'apparition du garçon dans les environs du restaurant, sa vie sous le pont de la Guillotière, son comportement farouche, la peluche de lion. Martial, homme méthodique, nota chaque détail, demanda une photo du garçon, puis promit de commencer immédiatement les recherches. En parallèle, Julien décida de se rapprocher du terrain. Il retourna dans les centres d'accueil et rencontra d'autres travailleurs sociaux. Il ne voulait plus se contenter d'attendre. Chaque jour passé sans savoir qui était vraiment Théo lui semblait une trahison envers Lucas. Il visita plusieurs associations, utilisant parfois son influence pour obtenir des informations. Plusieurs personnes avaient aperçu le garçon dans les mois précédents. On le décrivait toujours de la même manière, discret, solitaire, mais curieusement éduqué. Il parlait peu, choisissait ses mots, lisait des livres abîmés récupérés dans des bennes. Un homme, bénévole dans une soupe populaire, se souvenait même de l'avoir vu corriger une autre enfant sur la prononciation d'un mot. Julien comprit que Théo n'était pas un enfant comme les autres. Il avait reçu une éducation. Cela corroborait encore davantage l'idée qu'il ne venait pas de la rue. Mais alors, d'où venait-il? Pourquoi ne parlait-il jamais de son passé? Qui lui avait appris à se taire? Un après-midi, un éducateur lui parla d'une femme vue avec lui quelque temps auparavant. Une blonde d'une 40aine d'années, parfois agressive, parfois douce. Elle se faisait appeler Claire, mais personne ne savait où elle était partie. Certains disaient qu'elle l'avait abandonnée, d'autres pensaient qu'ils s'étaient séparés à cause d'une dispute. Aucune certitude. Julien retourna alors sur les lieux où Théo errait habituellement. Il finit par le retrouver assis sur un banc, mangeant un sandwich à moitié écrasé. Il s'approcha lentement, sans geste brusque. Cette fois, il s'assit à bonne distance, à la manière de quelqu'un qui ne veut pas effrayer un animal blessé. Théo le regarda, méfiant. Julien ne dit rien, sortit de sa veste un petit sac contenant des viennoiseries fraîches et le posa doucement sur le banc entre eux. Le garçon hésita, observa l'objet comme s'il s'agissait d'un piège, puis s'en empara et commença à manger, toujours sans mots. Pendant plusieurs minutes, ils restèrent là, en silence. Puis Julien parla. Pas de questions directes, pas d'accusation. Il parla de la ville, du froid, des pigeons sur la place Bellecour. Théo ne répondit pas, mais il écoutait. Julien vit ses épaules se détendre imperceptiblement. Le lendemain, il revint. Cette fois avec un sac contenant un pull chaud, une gourde d'eau et un livre, Le Petit Prince. Le garçon jeta un œil rapide au titre et ses lèvres frémirent, presque un sourire. Julien comprit qu'il avait atteint quelque chose. Il répéta cette routine pendant plusieurs jours. À chaque fois, Théo acceptait la nourriture,
restait quelques minutes, parfois feuilletait le livre, mais parlait peu. Julien ne le pressait jamais, jusqu'à ce que, lors d'une rencontre, Théo rompe enfin le silence. Il lui demanda « Pourquoi tu viens ?» Julien répondit avec calme « Parce que j'ai envie de te connaître. » Le garçon ne dit rien de plus ce jour-là, mais son regard était moins dur. Quelques jours plus tard, Julien osa poser une question. Il attendit le bon moment quand le garçon semblait détendu. « Tu as toujours vécu ici à Lyon ?» Théo haussa les épaules. Puis il dit « Je sais pas ». Julien n'insista pas, mais il avait noté l'hésitation. Le garçon savait quelque chose. Il choisissait de ne pas le dire. Ce choix était peut-être un mécanisme de défense ou bien un secret imposé. Julien garda cette information pour lui, l'ajoutant mentalement à sa liste. Ce fut lors d'une de ces rencontres, alors que Julien l'aidait à refermer son sac malmené, que Théo laissa échapper une phrase qui le glaça. Il parlait à voix basse, comme s'il s'adressait à lui-même. « Claire disait que les gens riches veulent toujours te prendre. » Julien se figea. Ce n'était pas une phrase anodine. C'était une leçon apprise, répétée. Claire n'était pas une passante. Elle avait façonné l'esprit de cet enfant. L'avait-elle protégé ou manipulé? Julien sentit la colère monter, mais il la réprima. Il remercia Théo pour sa confiance, aussi minime fut-elle, et s'éloigna, le cœur lourd. Pendant ce temps, le détective Clément progressait. Il avait retrouvé une trace possible de Claire dans les archives hospitalières d'un centre de soins d'urgence. Une femme correspondant à sa description avait été soignée pour une blessure au bras 6 mois plus tôt, accompagnée d'un garçon prénommé Théo. Elle avait utilisé un faux nom, mais un employé s'était souvenu d'elle. Elle avait parlé d'un déménagement imminent, évoqué la fatigue, la peur des institutions. Clément recoupait les données. Il élargissait ses recherches à d'autres départements. Julien recevait des rapports chaque soir, plus précis, plus inquiétants. Un soir, Théo parla de nouveau. Julien avait évoqué l'école sans poser de questions directes. Le garçon murmura « J'aimais les livres, mais Claire disait que c'était dangereux, que si on me voyait trop intelligent, ils allaient comprendre. » Julien sentit une sueur froide lui couler le long de la nuque. Ce n'était plus une hypothèse. Quelqu'un l'avait caché volontairement, et ce quelqu'un redoutait qu'on le reconnaisse. Julien comprit que la vérité était enfouie sous une couche épaisse de peur et de conditionnement. Il allait devoir faire preuve de patience, d'intelligence. Théo ne livrerait rien sous la contrainte, mais il parlait maintenant, par bribes, par éclats, et chaque mot était une pièce de puzzle. Julien rassembla ces morceaux, jour après jour, en silence, déterminé à faire émerger l'image complète. Dans son bureau, tard dans la nuit, il affichait désormais une photo récente de Théo, à côté de celle de Lucas enfant. Les ressemblances étaient encore plus flagrantes que dans ses souvenirs. Il n'en parlait à personne, pas même à Delphine. Pas encore. Il voulait attendre d'avoir une certitude irréfutable, pas une intuition, pas une conviction, une preuve, car il savait que cette histoire n'était qu'à son début et que les premières réponses qu'il commençait à recueillir n'étaient que l'amorce d'un mystère bien plus profond. Le lendemain matin, Julien se leva avec une résolution nouvelle. Il avait observé, écouté, questionné sans brusquer, mais il sentait que le temps était venu de franchir une étape. Il ne pouvait plus se contenter de demi-mots ou de silences ambigus. Il devait gagner la confiance de Théo, non pas en tant que bienfaiteur anonyme ou visiteur discret, mais en tant qu'homme prêt à assumer un lien réel, tangible, avec ce garçon. Il fallait créer un moment, un espace, où Théo pourrait respirer différemment, loin des cartons sous les ponts, loin des regards des autres sans abri. Julien décida donc de l'inviter à manger dans un endroit neutre, simple mais chaleureux. Pas un restaurant de luxe, pas un café bondé, un bistrot modeste, familial, dans une rue calme du quartier Montplaisir, avec des nappes à carreaux et des serveurs discrets. Le jour même, il revint près du pont de la Guillotière, là où Théo avait ses habitudes. Il l'attendit patiemment, sans l'appeler, sans s'approcher d'un pas. Il savait que toute précipitation ferait échouer son plan. Quand le garçon apparut enfin, les traits tirés, un sac plastique à la main, Julien se contenta de lui adresser un regard calme et d'ouvrir son sac. Il en sortit un sandwich et une bouteille d'eau, les posa au sol, puis s'éloigna de quelques mètres. Théo hésita, jeta un regard autour de lui, puis s'approcha prudemment. Julien attendit qu'il ait commencé à manger avant de parler. Il proposa doucement « Tu voudrais manger dans un endroit au chaud ?»
Pas longtemps, juste un vrai repas. Le garçon le fixa longuement, silencieux, puis il secoua la tête. Julien insista, mais sans pression. « Je ne veux rien de toi, juste te faire du bien. Un repas chaud, et tu repars quand tu veux. » Cette fois, Théo prit plus de temps avant de répondre. Il finit par hocher la tête timidement. Julien, sans cacher sa surprise, s'assura que le garçon montait à l'arrière de la voiture sans se sentir piégé. Ils roulèrent en silence jusqu'au bistrot choisi. À l'intérieur, l'ambiance était douce, presque familiale. Des odeurs de soupe et de viande mijotée flottaient dans l'air. Julien avait réservé une table isolée, près de la fenêtre. Théo s'assit sans un mot, le dos droit, les mains serrées sur ses genoux. Lorsqu'un serveur s'approcha, il sursauta. Julien le rassura d'un geste. Il commanda 2 menus simples, potage maison, steak haché puré et compote de pommes. Le garçon observa chaque détail, chaque mouvement, comme s'il s'attendait à ce que tout disparaisse d'un instant à l'autre. Pendant le repas, Julien évita les questions. Il parla de choses neutres, la pluie qui tombait dehors, les feuilles mortes, les matchs de football récents. Théo resta silencieux. Il mangea vite, avec prudence, sans jamais perdre de vue la sortie. Mais ses yeux, eux, trahissaient un mélange de suspicion et de curiosité. À la fin du repas, Julien posa doucement la question. « Tu veux un dessert ?» Le garçon hésita, puis demanda. « Y a de la glace ?» Julien sourit, fit un signe au serveur, et quelques minutes plus tard, Théo dégustait une coupe de vanille, comme s'il ne l'avait jamais fait. Julien, en l'observant, sentit une chaleur rare l'envahir. Ce moment, aussi fragile fut-il, était une victoire. Sur le chemin du retour, Julien n'essaya pas de prolonger la conversation. Il se contenta de déposer Théo à son point habituel. Avant qu'il ne sorte du véhicule, il lui tendit un sac contenant des vêtements propres, une couverture, un livre et un mot écrit à la main. « Si jamais tu veux me parler, je suis là. » Théo prit le sac, le regarda un instant, puis quitta la voiture sans un mot. Julien resta là, immobile, regardant l'enfant disparaître dans la nuit. Il ne savait pas encore si cette rencontre avait changé quelque chose, mais il espérait. Durant les jours suivants, Julien continua ses visites. Parfois, Théo acceptait un thé chaud, parfois non. Mais peu à peu, le garçon cessa de fuir. Il semblait accepter la présence de Julien. Il lui parlait un peu plus, de choses anodines, comme les pigeons ou les chiens errants. Il restait toujours évasif, dès que Julien tentait de le faire parler de son passé. Un jour pourtant, après avoir observé longuement la photo d'un chien sur un dépliant que Julien avait dans sa poche, Théo demanda « Tu crois qu'un chien se souvient toujours de son maître ?» Julien répondit « Je pense que oui, peut-être pas des détails, mais de l'odeur, du ton de la voix. » Théo ne répondit rien. Il semblait perdu dans ses pensées. Julien comprit que cette question n'était pas anodine. Une autre fois, Julien apporta un carnet et des crayons. Il expliqua que parfois, écrire ou dessiner aidait à sortir ce qu'on ne pouvait pas dire. Théo ne dit rien, mais il prit le carnet. Quelques jours plus tard, Julien découvrit que le garçon avait griffonné quelques dessins. Une maison entourée d'arbres, une balançoire, une silhouette féminine avec un chignon. Pas de nom, pas de date. Mais ces dessins en disaient long. Julien les observa longuement, le cœur serré. Il connaissait cette maison. Il l'avait habitée avec Delphine. La balançoire était celle qu'ils avaient accrochée dans le jardin pour Lucas. Et cette femme aux traits doux, elle ressemblait à Claire. Il ne dit rien à Théo. Il ne voulait pas l'effrayer. Mais ce jour-là, il fit appel à un avocat spécialisé dans le droit de la famille. Il voulait préparer le terrain. Si ce garçon était vraiment Lucas, il faudrait que tout soit fait dans les règles. Il ne pouvait pas se permettre une erreur. L'enfant était fragile, trop fragile pour supporter un choc brutal. Julien se rendait compte que même s'il prouvait que Théo était son fils, il ne pourrait pas simplement l'emmener chez lui. Il faudrait que le garçon le choisisse. Il fallait qu'il le reconnaisse, non pas par le sang ou par la loi, mais par le cœur. La confiance, Julien le comprenait, ne se forçait pas. Elle se méritait. Et elle se construisait lentement, par gestes simples, par silence partagé. Chaque moment passé avec Théo, chaque mot échangé, chaque regard, faisait partie de cette construction fragile. Il avançait à tâtons, conscient qu'un faux mouvement pouvait tout faire s'écrouler. Mais il n'abandonnait pas. Pas cette fois. Pas alors que le silence commençait à se fissurer. La pluie tombait en fines lames grises sur les toits de Lyon, dessinant des rigoles le long des trottoirs et brouillant les vitres des cafés.
Julien s'était réfugié dans le silence de son bureau, les volets mi-clos, le téléphone éteint. Il fixait une photo encadrée posée près de l'ordinateur. Lucas, âgé de 5 ans, un sourire lumineux, un cerf-volant dans la main. La photo avait été prise dans un parc en banlieue, quelques semaines avant la disparition. Depuis, tout avait changé. Sa vie, sa manière de percevoir le monde, ses priorités. Il ne dormait presque plus, rattrapé chaque nuit par les mêmes pensées circulaires. Et plus il observait Théo, plus les doutes se muaient en certitude. Mais un détail minuscule commençait à l'obséder. Théo avait évoqué, au détour d'une conversation timide, une certaine Claire. Julien s'était figé en entendant ce prénom. Il l'avait laissé passer sur le moment pour ne pas alerter l'enfant, mais ce mot résonnait maintenant avec insistance. Claire. Ce prénom n'était pas anodin. Claire Bertrand, la nourrice de Lucas. Celle qu'il avait choisie avec Delphine. Après un processus de sélection rigoureux, elle travaillait avec eux depuis 2 ans, s'occupait de Lucas avec une douceur rassurante, toujours ponctuelle, toujours discrète. Et puis, après la disparition, elle avait quitté Lyon sans laisser d'adresse, sans mot d'adieu. À l'époque, les enquêteurs avaient brièvement considéré cette piste, mais faute d'indices concrets, elle avait été écartée. Julien se leva brusquement, sortit un vieux classeur de la bibliothèque. À l'intérieur, des copies de rapports de police, des photos, des transcriptions d'appels, tout ce qui concernait l'enquête sur la disparition de Lucas. Il retrouva la fiche de Claire, nom, date de naissance, anciens employeurs. Il la relut avec attention. Rien n'indiquait une instabilité, aucun antécédent judiciaire, une femme sans histoire. Pourtant, elle avait disparu en même temps que son fils. Le lien aujourd'hui ne pouvait plus être ignoré. Julien appela immédiatement Martial Clément, le détective. Il lui demanda de concentrer ses recherches sur Claire Bertrand. Nom, pseudonyme possible, adresses anciennes, contact. Le détective, déjà impliqué jusqu'au cou, accepta sans poser de questions. En parallèle, Julien tenta de faire parler Théo avec toute la délicatesse acquise au fil des semaines. Il attendit le moment propice, un après-midi où ils étaient assis sur un banc dans le jardin des Chartreux, un coin de verdure isolé du centre. « Tu as déjà parlé d'une femme, Claire. Elle était gentille avec toi ?» demanda-t-il sans le regarder. Théo, qui dessinait avec un bâton dans la terre, s'arrêta. Il resta silencieux un moment, puis murmura « Elle m'a protégé. Elle disait que dehors c'était dangereux. » Julien sentit son cœur se serrer. « Tu sais où elle est maintenant ?» Théo secoua la tête. « Un jour elle est partie. Elle a dit de ne faire confiance à personne. » Puis il ajouta plus bas « Même pas aux gens qui te sourient. » Ces mots sonnèrent comme un avertissement programmé. Claire avait non seulement pris l'enfant, mais elle lui avait inculqué une peur profonde du monde extérieur. Julien comprenait maintenant pourquoi Théo était aussi méfiant, aussi renfermé. Et pourtant, cette même Claire avait permis à Théo de survivre. Cela rendait toute la situation encore plus complexe. Était-elle une ravisseuse, une protectrice, les deux à la fois? Et surtout, pourquoi Lucas ou Théo ne se souvenait-il de rien d'autre? Julien en parla à Delphine au téléphone. Il lui expliqua avec prudence qu'il pensait avoir retrouvé Claire. Le silence à l'autre bout du fil fut lourd, tendu. Delphine avait toujours eu des doutes sur la nourrice, mais elle n'avait jamais eu de preuves. Elle demanda « Tu crois vraiment que c'est Lucas ?» Julien hésita, puis répondit « Je n'ai jamais été aussi sûr de ma vie. » Elle promit de venir à Lyon dans les jours suivants. Il savait qu'elle aurait besoin de voir Théo de ses propres yeux. Peut-être qu'elle parviendrait à faire surgir un souvenir. Les jours passaient et le détective fit remonter une nouvelle information. Claire Bertrand avait été signalée dans un hôpital de Bourgogne sous un faux nom, quelques mois auparavant. Elle y avait été soignée pour une fracture. Elle avait été vue avec un garçon blond silencieux, prénommé Théo. Julien en avait la confirmation. C'était bien elle. Elle avait gardé l'enfant tout ce temps, sous un nouveau nom, loin de la ville, loin de tout. Puis un jour, elle l'avait abandonné. Mais pourquoi? Julien décida de ne pas confronter Théo trop tôt avec cette vérité. L'enfant n'était pas prêt. Il percevait encore toute tentative d'approche comme une menace potentielle. Et s'il forçait les choses, il risquait de le perdre. Mais il commença à introduire subtilement des éléments de son passé. Il lui montra des objets, un petit avion en bois, une photo de vacances à la montagne, un vieux dessin retrouvé dans les affaires de Lucas. Théo les regardait, intrigué, mais ne montrait aucun signe de reconnaissance. Un soir,
Alors qu'il le raccompagnait vers son abri, Julien osa une dernière question. « Tu te rappelles d'un endroit avec des étoiles au plafond ?» Théo leva les yeux vers lui, surpris. Il hésita puis répondit « C'était mon ciel, mais je sais plus où c'est. » Julien sentit un frisson le parcourir. Le plafond de la chambre de Lucas, autrefois, était couvert de stickers fluorescents en forme d'étoiles. Il s'illuminait dans le noir. Personne ne pouvait inventer ce détail. Il n'était pas certain que Théo comprenne ce que cette phrase signifiait, mais elle confirmait ce que Julien ressentait. La mémoire était là, quelque part. Fragmentée, enfouie, mais vivante. Julien redoubla alors d'attention. Il accompagna l'enfant chaque jour, toujours plus présent, toujours plus prudent. Il savait qu'une erreur pouvait tout détruire. Il décida aussi de faire appel à une psychologue spécialisée en traumatismes infantiles. Pas pour interroger Théo, mais pour l'observer, pour l'aider à ouvrir des portes sans les forcer. Elle accepta de les rencontrer dans un cadre informel, au jardin, entre deux jeux, sans blouse, sans carnet. Théo l'accepta sans trop de résistance. Il ne parlait pas beaucoup, mais il écoutait. Et parfois, il souriait. Dans les semaines suivantes, Julien sentit un basculement. Le garçon, sans être totalement apaisé, cessait de fuir. Il acceptait les livres, les repas, les vêtements. Il dessinait davantage. Parfois, il posait des questions sur la vie de Julien, sur sa maison, sur ce qu'il faisait quand il n'était pas là. Un jour, il lui demanda « Tu as déjà eu un enfant ?» Julien répondit avec douceur « Oui, un fils. Il s'appelait Lucas. » Théo baissa les yeux. Il ne dit rien, mais il ne changea pas de sujet. Julien comprit que quelque chose était en train de se débloquer. Lentement, silencieusement, la vérité s'approchait. Et ce détail, ce nom de Claire, devenu le point d'ancrage de toute l'affaire, était la clé du mystère qu'il allait enfin pouvoir résoudre. L'aube se levait sur Lyon, avec une lumière pâle, presque timide, quand Julien se rendit à Paris. Le moment était venu de confronter un passé qu'il avait tenté d'oublier. Il ne se contentait plus de vérifier et de douter, il devait agir. Il prit le train tôt, un billet classe à faire qu'il n'utilisait jamais, sauf pour les urgences. Pendant le trajet, il relut les dossiers rassemblés depuis des semaines, celui de son fils disparu, le rapport de police, les photographies, les croquis de Théo, les dessins de la balançoire, l'avion en bois, l'étoile phosphorescente au plafond. Chaque morceau prenait sens désormais. Chaque détail formait un tout. Il arrivait à Paris et dans 2 heures, il verrait Delphine. Delphine l'attendait dans leur ancien appartement, vide depuis des années, situé dans le 14e arrondissement. Rien n'avait changé, ou presque. Les murs portaient encore l'ombre des rires d'autrefois, l'écho des pas de Lucas. Le silence maintenant dominait l'endroit. Julien frappa 2 fois, entra. Elle était là, immobile dans le salon, les yeux rouges. Lorsqu'il posa la photo de Théo sur la table basse, elle se leva doucement, prit l'image entre ses mains, la regarda longuement. Puis, elle s'effondra sur le fauteuil, en sanglots. Julien l'accompagna sans mots, offrant son épaule. Les larmes coulaient silencieusement. Après un long moment, elle se redressa, essuya ses yeux. « C'est lui, » murmura-t-elle. « Je le reconnais. » Ce jour-là, la certitude fit irruption dans son esprit. Mais la certitude n'est pas encore une explication. Delphine se leva et montra un tiroir fermé à clé. Elle l'ouvrit et en sortit un album photo, rangé soigneusement. Elle le posa sur les genoux de Julien. Il feuilleta, revivant les vacances à la montagne, les promenades au parc, les guimauves grillées autour d'un feu de camp. Et puis la photo de Lucas, tenant la peluche lion qui maintenant reposait parmi les affaires de Théo. Il y avait la balançoire, le chêne immense dans le jardin, l'étoile phosphorescente au plafond de sa chambre. Il y reconnaissait la maison, l'époque, la vie d'avant. Delphine raconta alors la vérité, celle qu'ils avaient enfouie ensemble. Lucas avait souffert, enfant, d'un traumatisme que Julien avait voulu oublier. Un accident de vélo. Il avait foncé dans un portail en fer, avait été hospitalisé, avait perdu quelques heures de mémoire, puis les cauchemars, les réveils nocturnes, les silences. Il avait 6 ans. Une peur l'avait envahi. Ils avaient consulté. Le spécialiste avait parlé de perte partielle de mémoire, d'amnésie dissociative. Et puis un soir, 4 ans auparavant, Lucas avait disparu. Les enquêteurs n'avaient jamais retrouvé la trace ni du ravisseur, ni de la direction prise. Juste la voiture abandonnée, l'annonce à la télé, l'attente interminable.
Julien tendit à Delphine le dessin de la maison faite par Théo. Elle le regarda, reconnut chaque fenêtre, chaque arbre, chaque branche. « C'est notre maison, dit-elle. C'est la maison où Lucas vivait. » Le doute s'évanouissait dans l'air comme un brouillard dissipé. Mais l'intensité de la douleur ne diminuait pas. Elle renaissait avec force. Delphine posa sa main sur celle de Julien. « Tu dois faire vite, dit-elle. Mais doucement aussi, il ne faut pas lui faire peur. » Ces mots résonnèrent en lui comme un avis d'amiral à son capitaine. Avancer prudemment n'était pas optionnel. Julien retourna à Lyon et organisa une réunion avec le détective. Il était temps de mettre en place un plan précis. Localiser la femme nommée Claire, analyser les preuves, préparer la confrontation si nécessaire. Le détective présenta les résultats de ses recherches. Claire Bertrand, nom utilisé, avait été vue en Bourgogne sous un pseudonyme, accompagnée d'un garçon nommé Théo. Elle avait donné une fausse identité, changé de département, coupé tout lien avec ses anciens contacts. Le dossier indiquait une hospitalisation 6 mois plus tôt, pour une fracture du bras et la présence d'un enfant blond, silencieux. Tout collait. Un dossier vierge d'antécédents, mais une fuite et un abandon. Les motifs restaient flous. Julien sentit une colère froide monter. Cette femme, nourrice de Lucas autrefois, elle avait été choisie par lui et Delphine pour s'occuper de leur fils. Fiable, douce, compétente. Était-ce possible qu'elle soit à l'origine de cette disparition? Ou qu'elle ait sauvé l'enfant sans le dire? Il se souvint du mot que Théo avait dit un jour. Claire disait que les gens riches veulent toujours te prendre. Une phrase apprise, transmise, un conditionnement. Il comprit qu'il avait affaire non seulement à une disparition, mais à une construction mentale. Quelqu'un avait façonné ce garçon. Quelqu'un l'avait convaincu de se méfier. Et quelqu'un avait décidé de le couper du monde. Il écrivit à Claire pour demander un entretien. Elle refusa. Il fit appel à un huissier pour lui transmettre une convocation judiciaire. Elle ne répondit pas. Le plan fut établi. La police serait avertie, le lieu de résidence surveillé, l'enfant isolé dans un cadre thérapeutique. Julien ne voulait pas la confrontation brutale. Il craignait que Théo se ferme à nouveau. Il voulait une reconnaissance paisible, lente mais ferme. Il organisa également la venue de Delphine à Lyon pour que l'enfant retrouve ses parents dans un contexte sécurisé. Il fallait maîtriser chaque détail. La préparation psychologique de Théo, la couverture légale, l'intervention de la justice. Le soir, dans la maison vide, Julien resta assis, la photo de Théo à la main. Il repensa à ses 4 années d'absence, à chaque heure perdue, à chaque lettre collée sur un mur, à chaque espoir ravivé, puis brisé. Il se demanda comment il avait pu continuer à vivre, et comment maintenant il allait réparer. Il comprit que retrouver un fils n'était pas simplement le ramener à la maison, c'était le guider jusqu'à lui-même, retrouver un enfant changé par la rue, par la peur, par les blessures. Quelque part entre la rue et le foyer, il y avait cet espace de transition qu'il devait respecter. Dans la chambre de Lucas, les étoiles au plafond attendaient d'être rallumées. Julien se promit de les allumer, doucement. Il savait que Théo ne se rappellerait peut-être pas immédiatement. Ce n'était pas un retour en arrière, c'était un recommencement. Et dans ce recommencement, chacun devait trouver sa place. Théo, Julien, Delphine. Le passé n'était pas effacé. Il restait une ombre. Mais désormais, la lumière de la vérité s'allumait. Et dans cette lumière, une famille endommagée mais pas perdue pouvait renaître. Les jours suivants furent marqués par une attention constante. Julien multiplia les visites dans les endroits où Théo se sentait en sécurité, toujours avec la même approche calme, jamais intrusive. Le garçon, d'abord méfiant, acceptait peu à peu cette présence régulière, presque familière. Il ne posait pas de questions sur Julien, mais il n'évitait plus ses yeux. Il écoutait avec attention, parfois hochait la tête, et surtout, il restait. Ce simple fait de rester devenait une victoire quotidienne, un fil tissé entre eux que Julien s'efforçait de renforcer sans jamais le tirer trop fort. Un jour, Julien l'invita à venir dans un lieu différent, une bibliothèque de quartier. Il connaissait la directrice, une amie de longue date, et avait obtenu l'autorisation de faire entrer Théo sans inscription. À sa grande surprise, le garçon accepta. Ils y allèrent à pied, en silence. Une fois à l'intérieur, Théo se dirigea immédiatement vers les rayons jeunesse. Il s'assit au sol, feuilleta des livres avec attention. Julien resta en retrait, observant. Il vit le garçon sourire discrètement à la lecture d'un passage,
puis glisser le livre dans son sac, non pour le voler, mais pour le garder près de lui. Julien lui proposa de l'emprunter officiellement. Théo refusa d'abord, puis accepta sous condition de le rendre sans contact. Julien comprit que la confiance continuait de s'installer, lentement mais sûrement. Peu à peu, des détails de la personnalité de Théo émergeaient. Il aimait le silence, détestait les endroits bruyants, fuyait toute forme de rassemblement. Il observait beaucoup, parlait peu. Quand il parlait, ses phrases étaient construites, réfléchies, parfois surprenantes. Julien, en l'écoutant, retrouvait des traits familiers. Il reconnaissait des intonations de Lucas, des mimiques oubliées, une manière particulière de froncer les sourcils en lisant. C'était comme si, derrière ce mur de silence et de survie, son fils tentait de revenir à la surface. Un matin, il proposa à Théo de l'accompagner dans un jardin plus éloigné de la ville. Ils prirent la voiture, roulèrent une trentaine de minutes jusqu'à un petit parc qu'ils fréquentaient autrefois en famille. Julien n'en dit rien. Il voulait voir si le lieu réveillerait quelque chose. Ils s'assirent sur un banc, sous un arbre immense. Théo leva les yeux vers les branches, puis fixa le sol. Julien raconta une histoire banale sur un écureuil qu'il avait vu ici des années plus tôt. Théo ne répondit pas, mais il caressa doucement l'écorce du banc, comme si la matière lui parlait. Puis il murmura « Je crois que je suis déjà venu ici ». Julien ne dit rien, mais il sentit une émotion violente monter. Il se contenta de dire « C'est un bel endroit ». À partir de ce jour-là, les barrières tombèrent plus vite. Théo accepta les livres que Julien lui apportait, les vêtements, les repas pris dans de petits établissements tranquilles. Il parlait davantage, même si ses mots restaient choisis. Un après-midi, alors qu'il rentrait à pied, il demanda soudain « Tu fais quoi dans la vie ?» Julien expliqua brièvement son métier, les entreprises, les responsabilités. Théo écouta attentivement puis demanda « Et pourquoi tu veux m'aider ?» Julien répondit sans détour « Parce que tu comptes pour moi. » Le garçon ne dit rien pendant plusieurs minutes, puis répondit simplement « Je crois que tu dis la vérité. » Les jours suivants, Julien sentit une complicité émerger. Théo lui posait de petites questions sur sa maison, ses habitudes, ses goûts. Il observait tout, notait les moindres incohérences. Il était intelligent, méthodique, et Julien sentait que cette capacité d'analyse était un trait hérité. Il lui parla un jour d'un vieux dessin animé que Lucas aimait. Théo réagit instinctivement, comme s'il en reconnaissait la mélodie. Mais il ne dit rien de plus. Puis un soir, alors qu'il se retrouvait dans un petit coin discret derrière la gare, Théo parla longuement. Il évoqua Claire. Il expliqua qu'elle avait peur des hommes, peur des institutions, peur que quelqu'un l'arrache à elle. Elle avait changé plusieurs fois de nom de ville. Elle lui avait appris à ne faire confiance à personne. Elle lui avait répété que les souvenirs étaient dangereux. Il devait tout oublier, même son vrai prénom. Julien l'écouta, silencieux, bouleversé. Il comprenait mieux l'ampleur de l'endoctrinement. Claire n'avait pas seulement enlevé Lucas, elle avait reconstruit une identité sur les ruines de la précédente. Puis, au moment de se séparer, Théo tourna la tête et murmura « Je crois que tu ressembles à quelqu'un ». Julien ne répondit pas. Il ne voulait pas précipiter ce moment. Il voulait que le souvenir vienne de lui, que la vérité émerge naturellement. Le lendemain, Julien l'attendait comme d'habitude près de la bibliothèque. Théo arriva, le sac en bandoulière, les cheveux en désordre. Il s'assit à côté de lui, ne dit rien pendant un moment. Puis, sans le regarder, il dit d'une voix basse « Hier, j'ai rêvé que j'étais petit. Il y avait une femme qui chantait une chanson, et quelqu'un me portait sur les épaules. » Julien sentit son cœur s'arrêter. Il demanda doucement « Tu te souviens de la chanson ?» Théo secoua la tête, mais il ajouta « Il y avait des étoiles sur le plafond. » Julien resta sans voix. C'était la troisième fois que ce détail apparaissait. Il sut que la mémoire revenait, lentement, en morceaux. Et alors, comme s'il s'était surpris lui-même, Théo posa sa main sur le bras de Julien et dit d'un ton hésitant « Tu crois que je pourrais venir chez toi un jour ?» Juste pour voir. Julien acquiesça. Il ne voulait pas montrer son émotion. Il se contenta de répondre « Quand tu veux ». Quelques jours plus tard, Julien prépara tout. Il nettoya la maison, refit la chambre de Lucas sans rien changer à l'arrangement des meubles. Il remit les étoiles fluorescentes au plafond, replaça la peluche lion sur le lit. Lorsque Théo entra pour la première fois, il resta figé. Il regarda chaque objet, s'arrêta longuement devant les murs, puis marcha lentement jusqu'à la fenêtre. Il posa la main sur la vitre.
« Je me rappelle de cet arbre, dit-il. Puis il se tourna vers Julien, et dans un élan inattendu, il dit « C'était ici, c'était ma chambre. » Julien ne put retenir les larmes. Il n'avait rien dit. Théo s'en était souvenu seul. Puis alors qu'il se dirigeait vers la porte, Théo s'arrêta, se retourna et dit sans hésitation cette fois « Papa ?» Ce mot, dit à voix basse, valait tous les discours, toutes les preuves, toutes les certitudes. Julien s'approcha, le prit doucement dans ses bras. Théo se laissa faire, les bras raides au début, puis plus souples. Julien ne dit rien. Il savait que ce moment devait rester pur, sans explication. Ce fut ce soir-là que tout changea. Le rapprochement émotionnel n'était plus une hypothèse. Il était devenu réel, incarné dans un mot simple mais immense. Le jour où Théo disparut, le ciel était d'un gris uniforme, pesant comme une chape de plomb sur la ville. Julien s'en souvenait avec une précision douloureuse. Chaque minute de cette journée marquée par une attente sourde qui allait se transformer en panique. Le matin, tout s'était déroulé comme les jours précédents. Théo était passé par la maison, avait pris son petit déjeuner en silence, avait glissé dans sa poche un livre emprunté à la bibliothèque, puis avait quitté les lieux avec l'intention, disait-il, de retrouver un autre garçon qu'il avait connu sous le pont. Julien lui avait proposé de l'accompagner. Théo avait refusé poliment, assurant qu'il ne tarderait pas à revenir. Il avait promis, et Julien l'avait cru. Mais à midi, l'enfant n'était pas de retour. Julien ne s'était pas inquiété immédiatement. Il avait tenté de rationaliser. Un détour, une discussion prolongée, une curiosité imprévue. À 13 heures, l'inquiétude avait commencé à se faufiler dans ses pensées. À 14 heures, il avait envoyé des messages aux bénévoles des associations, aux contacts qui gravitaient autour des rues que Théo fréquentait autrefois. À 15 heures, il avait repris la voiture, sillonnant les quartiers, les places, les ruelles, le cœur battant à toute allure. Nulle trace, personne ne l'avait vu, ni les restaurateurs, ni les éducateurs, ni même le vieil homme qui distribuait du thé près du marché couvert. Julien se rendit sous le pont de la Guillotière. L'ancien abri de fortune était vide, les cartons emportés par le vent, les couvertures trempées par la pluie de la veille. Il appela Martial Clément, le détective, puis se rendit au commissariat. La disparition fut enregistrée dans les premières heures de l'après-midi. Julien insista sur l'urgence. Il parla de la fragilité de l'enfant, de son passé, de la possibilité d'un lien avec un ancien enlèvement. Les policiers l'écoutèrent, prirent note, firent circuler la description de Théo. Mais Julien savait que dans ces situations, chaque minute comptait, et chaque minute sans réponse devenait une torture. Delphine, informée immédiatement, prit le premier train pour Lyon. À son arrivée, elle trouva Julien pâle, le regard fixe, debout devant l'entrée du commissariat. Elle ne dit rien. Elle posa simplement sa main sur son bras. Ils se comprirent sans parler. L'angoisse qu'ils croyaient avoir enterrée revenait avec une violence insupportable. La peur de perdre leur fils, une seconde fois, les écrasait. Julien fit appel à tous les moyens dont il disposait. Il mobilisa ses avocats, ses contacts dans la presse, des enquêteurs privés. Il fit diffuser la photo de Théo auprès des chauffeurs de bus, des taxistes, des commerçants. Il paya pour des impressions de tracts. Il loua du temps d'antenne sur les radios locales. Le visage de Théo se retrouva partout, mais aucune piste ne semblait se dégager. Les heures passaient, puis les jours. 3 jours après la disparition, une enveloppe arriva chez Julien glissée sous la porte, sans timbre, sans adresse. L'enveloppe était blanche, banale. À l'intérieur, une simple feuille de papier pliée en 2, écrite à la main, en lettres penchées. « Il ne t'appartient pas. Oublie-le. » Julien sentit ses jambes flancher. Il reconnut immédiatement l'écriture. Il ne l'avait pas vue depuis 4 ans. C'était la même que sur les lettres anonymes reçues juste après l'enlèvement de Lucas. La même courbe, la même pression sur les traits, le même message déguisé. Il remit la lettre à la police, qui procéda à des analyses. Les résultats tombèrent 2 jours plus tard. Des empreintes avaient été retrouvées sur le papier. Elles appartenaient à Claire Bertrand. Julien reçut l'information par téléphone alors qu'il était seul dans le bureau du détective. Il resta de longues minutes sans bouger, absorbé par cette révélation. Claire était en vie. Elle savait que Théo était avec lui. Elle l'avait récupéré. La question qui le tourmentait était « Pourquoi maintenant ? Pourquoi, après tout ce temps à fuir, l'avait-elle arraché à la seule stabilité qu'il avait connue depuis des années ?» La police relança immédiatement les recherches.
Le profil de Claire fut rediffusé dans tout le pays. Les agents examinèrent les images de vidéosurveillance autour du domicile de Julien. Sur une caméra de surveillance d'une boutique à proximité, on vit Théo marcher seul, un sac sur le dos, en fin d'après-midi. Puis une femme le rejoignait, le visage caché sous une capuche. Ils échangèrent quelques mots, puis disparaissaient ensemble. Julien regarda la vidéo des dizaines de fois. Il reconnaissait la posture, la démarche de Claire. C'était elle. Elle avait convaincu Théo de partir. Elle l'avait pris à nouveau. Les policiers lancèrent un avis de recherche, mais sans résultat immédiat. Claire était méthodique. Elle savait effacer ses traces. Julien, rongé par la culpabilité, se reprochait de ne pas avoir sécurisé davantage l'environnement de l'enfant. Il revivait la scène du départ, la promesse de Théo, sa confiance trahie. Il savait que l'enfant n'était pas parti de son plein gré. Il avait été influencé, peut-être même menacé, et cette pensée l'empoisonnait. Delphine tenta de le soutenir, mais elle aussi était brisée. Elle passa des heures à revoir les anciennes vidéos de Lucas, les comparant avec les enregistrements de Théo. Chaque rire, chaque geste, chaque silence devenait une tentative désespérée de garder vivante l'image de leur fils. Julien, de son côté, multiplia les contacts avec des anciens collègues de Claire, des voisins de ses anciennes adresses. Il dressa une carte des lieux où elle avait pu se cacher. Il offrit une récompense pour toute information. Et puis, une semaine après la disparition, un appel anonyme arriva sur le téléphone de Martial Clément. Une voix de femme, fatiguée, méfiante. Elle dit « Il n'est pas en danger, mais vous ne le reverrez pas ». Puis elle raccrocha. L'appel provenait d'un téléphone prépayé, introuvable. Mais la voix avait été enregistrée. Julien l'écouta en boucle. Il n'avait aucun doute, c'était Claire. Ce soir-là, pour la première fois depuis des semaines, Julien retourna seul dans la chambre de Lucas. Il s'assit sur le lit, regarda les étoiles collées au plafond. Il pensa au regard de Théo, à ses silences, à ses gestes tremblants. Il pensa au jour où il l'avait entendu dire « Papa », et il jura à voix basse qu'il ne renoncerait pas. Pas cette fois. Il irait jusqu'au bout, il retrouverait son fils. Parce qu'il le connaissait maintenant, parce que malgré le silence, malgré l'oubli, un lien existait. Indestructible, inaliénable. Parce que ce garçon était Lucas, et que Lucas avait enfin retrouvé le chemin de la maison avant qu'on ne le lui vole à nouveau. Le 9e jour après la disparition de Théo, la tension était devenue une entité tangible dans la maison de Julien. Chaque pièce semblait figée dans l'attente. Chaque objet portait la trace du garçon absent. La tasse ébréchée qu'il utilisait pour boire du chocolat chaud restait sur la table de la cuisine, la couverture qu'il préférait encore repliée sur le canapé. Julien, les traits creusés, ne dormait plus que par brèves haltes, souvent assis dans le fauteuil du salon, les yeux fixés sur la porte d'entrée. Delphine, installée à l'étage, oscillait entre une inquiétude muette et une rage froide. Le plus difficile était de ne pas pouvoir agir directement. Les pistes étaient trop peu nombreuses et le temps jouait contre eux. C'est ce matin-là que tout changea. À 8 heures précises, le portier de l'immeuble appela Julien. Quelqu'un avait glissé un nouveau mot sous la porte d'entrée. Pas une lettre anonyme cette fois, mais un petit feuillet déchiré, de couleur crème, froissé comme s'il avait été dissimulé dans une poche trop longtemps. En haut de la feuille, en lettres capitales, on pouvait lire « Il ne t'appartient pas, laisse-le partir ». Et en bas, une signature absente, mais des initiales griffonnées à la hâte, C.B. Julien s'enferma dans son bureau, le papier à la main. Le message était bref, mais la répétition de la formule utilisée dans la première lettre prouvait qu'il ne s'agissait pas d'un hasard. C'était la même personne, et les initiales correspondaient à Claire Bertrand. Le fait qu'elle signe, même partiellement, indiquait peut-être un changement d'intention. Elle ne se cachait plus totalement. Ou bien elle commençait à perdre le contrôle. Julien remit la note aux autorités qui l'analysèrent rapidement. L'empreinte digitale retrouvée sur le bord inférieur confirma une fois de plus la présence de Claire. Le mot avait été déposé la nuit même, selon les images floues d'une caméra de surveillance située sur le toit d'un commerce voisin. Julien convoqua une réunion immédiate avec le détective Clément et l'inspecteur de la brigade des mineurs. Ensemble, ils examinèrent les indices, les déplacements de Claire au cours des dernières années, les villes où elle avait été signalée. L'enquête croisa des bases de données de soins médicaux, d'achats en pharmacie, de connexions Wi-Fi anonymes.
Un nom revint plusieurs fois dans des régions différentes, un pseudonyme associé à Claire, utilisé notamment pour louer de petits logements à court terme. Le plus récent avait été repéré dans une commune isolée de Bourgogne, à quelques heures de route. Il fut décidé d'envoyer 2 agents en reconnaissance, en civil, sans intervention immédiate. Pendant ce temps, Julien tenta de rester actif. Il relança les réseaux sociaux, créa une page dédiée à la recherche de Théo, évita soigneusement de parler d'enlèvement dans ses messages, mais diffusa de nombreuses images du garçon, toujours accompagnées d'un appel à information. La pression médiatique s'accentua. Des journalistes commencèrent à s'intéresser à l'affaire. Julien leur parla brièvement, sans révéler l'ensemble de l'histoire, préférant insister sur le fait qu'un enfant vulnérable avait disparu et qu'il avait besoin de soins urgents. 3 jours plus tard, les agents envoyés en Bourgogne rapportèrent une nouvelle capitale. Dans le hameau de Saint-Aubin, un témoin avait aperçu une femme correspondant au signalement de Claire, accompagnée d'un enfant blond, qui semblait silencieux et distant. Ils logèrent dans une maison en bordure d'un champ, isolée, entourée de haies épaisses. Le propriétaire du terrain avait loué la maison à une femme se présentant sous le nom de Karine Besson, un nom déjà utilisé par Claire dans une autre région. Le lien était établi. Julien fut informé immédiatement. Il exigea une opération rapide mais sans brutalité. Il refusa catégoriquement l'idée d'un assaut. Il voulait que Théo soit protégé. Il craignait qu'une intervention violente puisse provoquer une réaction traumatique chez l'enfant. Les forces de l'ordre acceptèrent de procéder à une approche discrète avec la présence d'un psychologue sur place. L'opération fut planifiée pour le lendemain matin à l'aube. La nuit qui précéda fut interminable. Julien, enfermé dans sa chambre, revécut chaque moment passé avec Théo. Les premiers regards, les livres lus ensemble, les discussions à mi-voix dans le jardin, le mot « papa » murmuré, presque arraché. Il savait que rien ne serait plus jamais comme avant, que même s'il retrouvait l'enfant, le lien aurait besoin d'être restauré, reconstruit. Mais il était prêt. Il n'avait plus peur de l'attente, seulement de l'échec. L'intervention eut lieu à 5 heures du matin. Claire fut arrêtée sans résistance. Elle semblait épuisée, vidée, comme si elle avait abandonné l'idée de fuir encore. Dans la maison, les policiers trouvèrent Théo couché sur un matelas au sol, entouré de quelques livres, d'une vieille couverture et d'un sac contenant ses affaires. Il ne dit rien. Il ne cria pas, ne se débattit pas. Il regarda les hommes en uniforme, puis la psychologue. Il demanda « Est-ce que je vais retourner dans la rue ?» La psychologue le rassura. Julien, resté en retrait, attendait dans une voiture à quelques mètres. Quand Théo sortit, encadré par 2 officiers, il le vit. Il s'approcha doucement, ne dit rien. Théo le regarda longuement. Puis il demanda « Tu vas me ramener là où il y a les étoiles au plafond ?» Julien s'agenouilla, les yeux embués, et répondit « Si tu veux y retourner, on y va ensemble. » Le garçon hocha la tête. Il ne pleura pas. Il se laissa prendre la main. Claire fut emmenée pour être interrogée. Elle ne parla presque pas. Mais dans ses poches, les enquêteurs retrouvèrent une enveloppe cachetée adressée à Théo. Une lettre manuscrite, longue, difficile à lire, où elle expliquait sa version des faits. Elle y disait qu'elle avait voulu protéger l'enfant, qu'elle avait eu peur qu'on le fasse souffrir à nouveau, qu'elle croyait agir pour son bien. Mais les mots, malgré leur émotion apparente, ne suffisaient pas à justifier l'acte. Julien, de son côté, ne voulait pas penser à la justice. Il voulait penser à Théo, à sa reconstruction, à ses souvenirs, à sa lente reconquête de soi. Le retour ne serait pas simple. Il faudrait des mois, peut-être des années. Mais une chose était certaine. Cette fois, il ne serait plus seul, et personne ne viendrait le lui enlever. Lorsque Julien entra dans la salle d'interrogatoire où Claire Bertrand était retenue, il fut frappé par son apparence. Elle était amaigrie, les cheveux grisonnants mal attachés en chignon, les yeux rougis, les mains posées sur la table comme si elle attendait une sentence qu'elle connaissait déjà. Aucun mot ne fut échangé durant les premières minutes. Le silence s'installa entre eux, dense, presque tangible. Julien, debout, fixait cette femme qui avait autrefois bercé son fils, préparé ses repas, raconté des histoires avant le coucher. Il peinait à la reconnaître. Mais au fond de lui, il savait que c'était bien elle. Claire ne baissa pas les yeux. Elle le regardait avec une intensité glaciale, mais sans agressivité, comme si elle voulait lui faire comprendre que ce qu'elle avait fait n'était pas ce qu'il croyait.
L'inspecteur en charge leur accorda 15 minutes seuls, sous surveillance, sans microphone, à la demande expresse de Julien. Il voulait comprendre, entendre de sa bouche ce qui avait conduit à cet acte. Claire fut la première à parler. Sa voix était rauque, basse mais ferme. Elle dit « Je n'ai jamais voulu lui faire de mal ». Julien ne répondit pas immédiatement. Il s'assit lentement, les poings serrés sur les genoux. Elle poursuivit « Vous étiez trop absent, trop préoccupé par vos affaires, vos rendez-vous. Lucas se perdait dans cette maison. Il pleurait quand vous partiez. Vous ne le voyiez pas. » Julien serra les dents. « Alors, vous l'avez enlevé ?» lança-t-il, la voix brisée par la colère contenue. Claire baissa les yeux pour la première fois. Elle murmura « Je l'ai sauvé ». Julien se leva d'un bond, tourna sur lui-même, fit quelques pas dans la pièce. Il aurait voulu crier, frapper la table, hurler toute la douleur accumulée. Mais il se contint. Il se retourna vers elle. « Vous l'avez condamné à la rue. Vous l'avez caché pendant des années. Vous lui avez volé ses souvenirs, son nom, sa famille. Vous l'avez transformé en un enfant qui ne sait plus qui il est. C'est ça, le sauver ?» Claire releva la tête. Elle paraissait fatiguée, presque résignée. Elle ne nia pas. Elle ne tenta pas d'argumenter davantage. Je ne pouvais plus revenir en arrière. Julien lui répondit froidement « Vous auriez dû, il y a 4 ans. » Lorsque l'entretien prit fin, Claire fut ramenée dans sa cellule. Julien resta dans le couloir, appuyé contre le mur, les yeux clos. Il sentait son cœur battre violemment contre ses côtes. Il venait de recevoir l'aveu qu'il attendait depuis 4 longues années, mais cela ne lui apportait aucun soulagement. Aucun mot ne pouvait réparer ce qui avait été brisé. Aucun regret ne pouvait effacer les nuits de solitude de son fils, l'errance, la peur, l'oubli imposé. Et pourtant, au fond de lui, il percevait que Claire avait réellement cru agir avec justesse. C'était cela qui rendait la blessure encore plus profonde. Les jours suivants furent consacrés à la mise en place d'une procédure judiciaire. Le procureur ouvrit une instruction pour enlèvement de mineurs, dissimulation d'identité, mise en danger de la vie d'autrui. Claire fut transférée vers une maison d'arrêt à Dijon en attendant la première audience. Julien fut convoqué pour déposer, ainsi que Delphine. La psychologue de Théo, désormais officiellement reconnue comme Lucas, par un test ADN effectué immédiatement après sa réapparition, rédigea un rapport détaillé sur son état psychique. Elle confirma l'existence d'une amnésie dissociative partielle, renforcée par des années de conditionnement. L'enfant n'avait pas seulement oublié, il avait été entraîné à oublier. Lucas, de son côté, réintégrait doucement un quotidien plus structuré. Il ne posait pas de questions sur Claire. Il n'en parlait jamais. Mais chaque fois que le sujet était effleuré, il se refermait légèrement. Il semblait vouloir tourner la page, mais Julien savait que les souvenirs ne s'effaçaient pas par la seule volonté. Il commença alors un travail intensif avec la psychologue, accompagné de Delphine. Les séances se déroulaient dans un cadre chaleureux, sans pression, parfois autour d'un jeu, parfois en dessinant, parfois en parlant simplement de la météo. Le but n'était pas de forcer la mémoire, mais de reconstruire une sécurité intérieure. Un jour, Lucas demanda « Pourquoi elle a dit que je n'étais pas à vous ?» Julien répondit « Parce qu'elle avait peur de nous, et elle a voulu croire qu'elle te protégeait. » Lucas réfléchit longuement, puis dit « Mais c'est pas vrai, je me souviens, un peu. Tu me portais sur tes épaules, et maman chantait dans la voiture. » Julien, bouleversé, le serra contre lui. Ces bribes de mémoire, réapparues sans violence, étaient le signe que quelque chose se réparait lentement. Entre-temps, la justice poursuivait son chemin. L'avocat de Julien prépara les documents nécessaires pour que la garde légale de Lucas soit rétablie, même si elle n'avait jamais été légalement retirée. Le retour de l'enfant nécessitait néanmoins une validation officielle. Un juge pour enfants fut nommé. Il souhaita rencontrer Lucas en personne, dans un cadre informel, sans robe ni solennité. L'entretien dura moins d'1 heure. Le garçon répondit calmement, sans peur. Il dit qu'il voulait rester là où il était, qu'il se sentait en sécurité. Il ne parla pas de Claire, mais il précisa « Ici, j'ai ma chambre, et je peux dormir sans peur. » Le juge rendit sa décision favorable. Julien et Delphine furent reconnus comme les tuteurs légitimes. Claire, en détention provisoire, demanda un droit de correspondance avec Lucas. Les psychologues s'y opposèrent. Il fut décidé qu'aucun contact ne serait autorisé avant une évaluation complète de l'impact psychologique. Julien reçut une copie de la demande, la lut puis la déchira.
Il ne voulait pas que cette femme ait encore une quelconque influence sur leur fils. Lucas n'avait pas besoin d'une nouvelle confusion. À la maison, la vie reprenait lentement son cours. Lucas avait des horaires réguliers, un accompagnement scolaire personnalisé, des séances hebdomadaires avec sa thérapeute. Il redécouvrait les objets de son enfance, les recoins de la maison, les photos accrochées au mur. Parfois, il restait longtemps devant certaines images, sans dire un mot. Puis il demandait le prénom d'une cousine, d'un ami, ou le nom d'un ancien jouet. Julien et Delphine répondaient avec tendresse, sans insister. Il savait que la mémoire de Lucas était comme une mosaïque brisée, dont les fragments revenaient à la surface, parfois de manière inattendue. Un soir, alors qu'ils dînaient tous les trois, Lucas posa sa fourchette, regarda ses parents et dit « Je crois que je suis prêt à apprendre tout ce que j'ai oublié. » Julien sentit une larme couler, sans chercher à l'essuyer. Delphine tendit la main à son fils. Il la prit. Et dans ce geste simple, silencieux, se trouvait une victoire qu'aucun verdict ne pouvait surpasser. Le chemin serait encore long, mais cette fois, ils le parcourraient ensemble. La décision judiciaire qui rétablissait la garde légale de Lucas entre les mains de Julien et Delphine fut reçue avec un soulagement discret, sans éclat de joie, comme une reconnaissance tardive de ce qui n'aurait jamais dû être remis en question. Mais malgré cette validation officielle, une autre réalité, plus complexe, plus intime, s'imposait à la famille. Lucas ne se souvenait pas encore de tout, et son lien avec Claire, bien que trouble et fondé sur un mensonge, restait inscrit dans son parcours. Il ne suffisait pas d'un papier signé pour effacer les années passées à l'appeler maman, pour oublier qu'elle avait été, à ses yeux, celle qui l'avait protégé, nourri, endormi, celle qui lui avait construit un monde artificiel mais constant, alors même que sa véritable famille le cherchait désespérément. Julien comprit très vite que le retour de son fils ne pouvait être vécu comme une simple restitution. Chaque jour, chaque geste partagé, chaque silence autour d'un repas, chaque promenade dans le jardin familial était une épreuve de patience et de présence. Il ne s'agissait pas de regagner l'amour de Lucas, mais de reconstruire la possibilité même qu'un jour, cet amour existe à nouveau sous une forme consciente. Delphine, de son côté, adoptait une posture attentive, douce, presque invisible par moments. Elle parlait peu, écoutait beaucoup, réapprenait à être mère d'un fils devenu presque un étranger. Un après-midi d'automne, alors que les feuilles tombaient en tourbillons sur la terrasse, Lucas demanda « Est-ce qu'elle va aller en prison longtemps ?» Julien, surpris par la question, laissa passer quelques secondes avant de répondre « Je ne sais pas encore. C'est au juge de décider. » Lucas regarda fixement les branches dénudées d'un arbre. « Je ne veux pas qu'elle aille en prison, » murmura-t-il. « Elle m'a menti, elle m'a pris à vous, mais elle ne m'a jamais frappé. Elle me racontait des histoires. Elle m'appelait mon trésor. » Ces mots tombèrent comme des pierres sur le cœur de Julien. Il savait que la mémoire émotionnelle de l'enfant ne pouvait être ni supprimée ni condamnée. Il savait aussi que Claire, dans sa dérive, avait tissé une forme de lien réel avec Lucas, un lien perverti par le mensonge, mais néanmoins affectif. Le lendemain, Lucas fit une autre demande. « Est-ce que je peux lui écrire une lettre ? Juste une fois, pour lui dire que je suis bien ici et que je ne veux plus qu'elle me cherche. » Julien consulta la psychologue, qui prit le temps de rencontrer Lucas en tête-à-tête. Après 2 séances, elle valida la demande à condition que la lettre soit relue et remise en main propre à Claire par l'intermédiaire d'un professionnel. Elle insista pour que l'enfant ne reçoive pas de réponse immédiate. Il ne s'agissait pas d'ouvrir un dialogue, mais de poser une limite claire. Julien accepta. Lucas écrivit la lettre en silence, dans sa chambre, 1 heure durant. Il y raconta ce qu'il faisait maintenant, les cours qu'il avait repris, le chien qu'il espérait adopter, la couleur des rideaux de sa chambre. À la fin, il ajouta « Je ne t'oublierai pas, mais je ne veux plus vivre avec toi. Tu m'as enlevé ma vraie vie. Je suis retourné chez moi. » Quand Julien lut ces lignes, il sentit une douleur aiguë se mêler à une forme de fierté silencieuse. Son fils était en train de retrouver sa voix. La lettre fut remise en main propre à Claire par la psychologue lors d'un entretien supervisé au centre pénitentiaire. Claire la lut sans un mot. Elle pleura mais ne demanda pas à répondre. Elle murmura seulement « Je voulais qu'il soit aimé ». Personne ne répondit. L'entretien fut bref. À sa sortie, la psychologue raconta à Julien et Delphine ce qui s'était passé. Ils n'ajoutèrent rien. Il n'y avait plus rien à dire. Pendant ce temps,
Le juge chargé de l'affaire devait se prononcer sur la peine à infliger à Claire Bertrand. Le ministère public demandait une peine de 8 ans de prison ferme. La défense plaidait la fragilité psychologique, l'absence de violence physique, la bonne foi tordue d'une femme isolée, ayant projeté sur un enfant une mission rédemptrice. Le tribunal décida de retenir partiellement les circonstances atténuantes, mais reconnut l'enlèvement, la manipulation mentale et la mise en danger psychologique de l'enfant. Claire fut condamnée à 5 ans de prison, dont 2 avec sursis. Elle ne fit pas appel. À l'annonce du verdict, Lucas fut mis au courant par étapes. Julien et Delphine lui expliquèrent le déroulement de l'audience, la décision du juge et le fait que Claire ne reviendrait pas dans sa vie. Le garçon resta silencieux un long moment. Puis il demanda simplement « Elle aura une bibliothèque en prison ?» Julien hocha la tête. Lucas soupira. « Alors elle ne sera pas toute seule. » Cette phrase, simple et directe, révélait l'extrême complexité émotionnelle dans laquelle il naviguait. Il ne pardonnait pas, mais il ne haïssait pas. Il voulait tourner la page, sans la brûler. Dans les semaines qui suivirent, la routine familiale s'installa avec plus de fluidité. Lucas se levait à heure fixe, préparait son sac pour l'école, demandait parfois de l'aide pour ses devoirs. Il riait de plus en plus souvent, dessinait de longues bandes dessinées dans ses cahiers, participait à la vie de la maison. Un soir, alors qu'il jouait aux cartes avec Delphine, il lança « Tu sais, maman, t'étais vraiment jolie sur les photos d'avant. » Elle sourit. « Et maintenant ?» Il répondit sans détour « Maintenant, t'es comme moi, t'as changé. Mais on se retrouve bien. » Julien, en entendant cela depuis la cuisine, sentit que le plus difficile venait d'être franchi. Son fils avait parlé de lui-même, sans crainte, sans confusion. Il avait prononcé le mot « maman » sans hésitation. Il avait accepté cette nouvelle réalité où le passé ne devait plus être une ombre permanente, mais une partie du chemin, un fragment de son identité. La décision la plus difficile n'avait pas été celle du tribunal. Elle avait été celle de Lucas lui-même, choisir d'appartenir à nouveau, de se reconstruire dans un foyer qu'il avait autrefois quitté sans le comprendre. Et cette décision, aucune autorité au monde ne pouvait la lui imposer. C'était la sienne, et il l'avait prise. Lorsque la routine s'installa enfin dans la maison de Julien, ce fut avec une lenteur respectueuse, comme si chaque objet, chaque geste, chaque parole attendait l'approbation silencieuse de Lucas. Rien n'avait été imposé. Julien et Delphine avaient compris que la reconstruction ne pouvait passer par des injonctions ou des habitudes brusques, mais par l'offre patiente d'un cadre stable. La maison fut réorganisée autour de lui, non pas pour l'enfermer dans un cocon artificiel, mais pour lui permettre de réapprendre ce que signifie vivre sans crainte. Lucas eut d'abord du mal à se repérer dans le temps. Il demandait souvent quel jour on était, s'il devait aller à l'école, s'il y aurait du monde à la maison. Julien installa un grand calendrier mural dans la cuisine, sur lequel il collait des autocollants pour marquer les événements de la semaine. Rendez-vous chez la psychologue, repas en famille, sortie à la médiathèque. Petit à petit, Lucas prit l'habitude de le consulter, puis d'y ajouter lui-même ses propres repères. Un dessin d'un chat pour le jour où il voulait lire seul, une étoile rouge pour la séance de sport, une petite maison pour les journées où il souhaitait rester dans sa chambre sans qu'on le dérange. L'école fut un autre chantier délicat. Julien refusa de le réintégrer immédiatement dans un établissement classique. Après concertation avec les spécialistes, ils décidèrent d'un programme personnalisé à domicile, avec des enseignants choisis pour leur sensibilité et leur patience. Lucas n'aimait pas l'idée de rattraper un retard. Il disait « Ce n'est pas que j'ai oublié, c'est que j'ai appris autre chose. » Et c'était vrai. Il savait survivre dans la rue, reconnaître les gens dangereux au son de leurs pas, se débrouiller avec presque rien. Mais il avait besoin de réapprendre à faire confiance à un adulte sans penser qu'il risquait d'être trahi. Le savoir académique n'était qu'une partie du processus. La psychologue travaillait toujours avec lui. Ensemble, ils abordaient ses souvenirs à travers des objets. Un jour, Lucas apporta un vieux dessin retrouvé dans une boîte. Il y avait représenté une maison avec un toit en pente et un jardin rempli de pommes rouges. Julien reconnut la maison de ses parents, aujourd'hui vendue, mais autrefois lieu des vacances d'enfance. Lorsqu'il le lui dit, Lucas fronça les sourcils. « Je me souviens du goût des pommes. Elles n'étaient pas sucrées. Elles étaient un peu acides. » Ce détail précis l'émut profondément. Il prouvait que malgré les années d'oubli, des fragments demeuraient.
Delphine, de son côté, passait beaucoup de temps avec Lucas sans chercher à le forcer. Ils cuisinaient ensemble, surtout des plats simples. Il aimait couper les légumes, peser la farine, sentir les épices. Il disait « Claire n'aimait pas quand ça sentait fort. Elle disait que les odeurs s'accrochent au mur. » Delphine ne commentait pas. Elle acceptait ces phrases comme des ponts jetés entre deux mondes. Elle préparait des gâteaux qu'il goûtait avec curiosité, puis avec plaisir. Il finit par dire un jour « J'aimerais que ce soit ton odeur, la cuisine. » Julien organisait des sorties en fin de semaine. Pas des événements bruyants ou spectaculaires, juste des promenades en forêt, des visites à la bibliothèque, des pique-niques dans des endroits calmes. Lucas posait beaucoup de questions. Pourquoi les feuilles changent de couleur? Pourquoi certains chiens aboient plus que d'autres? Pourquoi le ciel devient rose le soir? Julien répondait toujours, même s'il ne connaissait pas la réponse. Il disait « On cherchera ensemble ». Et cette phrase devint une sorte de mantra pour eux deux. Un jour, Lucas demanda à visiter la maison où il était né. Elle appartenait maintenant à une autre famille. Julien prit contact avec les nouveaux propriétaires, expliqua la situation. Ils acceptèrent avec gentillesse de les laisser visiter les lieux. Le jour venu, Lucas entra dans la maison en silence. Il marcha lentement, posa la main sur les murs, regarda les pièces avec attention. Il reconnut l'ancienne chambre de ses parents, le petit placard sous l'escalier où il avait l'habitude de se cacher. Il dit en murmurant « C'est là que j'ai perdu une dent ». Puis il ajouta « Je crois que c'est ici que j'étais Lucas ». Cette phrase marqua un tournant. À partir de ce jour-là, il parla moins de Théo. Il accepta progressivement qu'il avait été Lucas avant d'avoir été quelqu'un d'autre. Il ne reniait pas les années passées dans la rue, ni celles passées avec Claire. Mais il commençait à relier les fils de sa vie, à comprendre qu'il pouvait être à la fois ce qu'il avait été et ce qu'il devenait. La nuit, il dormait mieux. Il demandait parfois à Julien de rester avec lui quelques minutes avant de s'endormir. Il disait « Tu peux allumer les étoiles ?» Julien actionnait alors l'interrupteur d'une petite lampe qui projetait des constellations au plafond. Lucas s'endormait souvent en la regardant, les mains croisées sur la poitrine. Delphine proposa de changer de prénom officiellement, de faire en sorte que Théo disparaisse des documents, des dossiers, des fichiers. Lucas refusa. Il dit « Théo, c'est moi aussi. J'ai été lui pendant longtemps. Je veux que les deux existent. » Julien respecta ce choix. Ils ajoutèrent simplement une mention sur les papiers officiels. « Lucas », dit Théo. Ainsi, il n'effaçait rien, mais il choisissait ce qu'il gardait. Vers la fin du trimestre, la psychologue rendit son rapport au juge des enfants. Elle y décrivait un processus de réintégration stable, un enfant capable d'exprimer ses émotions, de nommer ses peurs, d'identifier les figures de confiance. Elle recommandait le maintien de l'environnement actuel sans changement, en soulignant la qualité des liens familiaux retrouvés. Le juge valida la recommandation et mit fin à toute mesure de suivi obligatoire, considérant que la cellule familiale assurait désormais la sécurité affective et matérielle de l'enfant. Julien lut la décision avec une émotion contenue. Il la montra à Lucas, qui la lut attentivement puis demanda « Ça veut dire que je suis libre ?» Julien répondit « Ça veut dire que tu es chez toi, pour de bon. » Ce jour-là, ils plantèrent ensemble un petit arbre dans le jardin, un pommier. Lucas attacha une étiquette au tronc, sur laquelle il écrivit « Pour ceux qui reviennent ». Et dans ce geste, simple et profond, se résumait tout le chemin parcouru. Un foyer, ce n'est pas seulement un toit. C'est un endroit où l'on peut redevenir soi, sans peur, sans condition, sans obligation d'oublier. Le jour où Lucas proposa de retourner au parc de son enfance, ce fut comme si un cycle silencieux s'achevait. Julien et Delphine s'étaient abstenus d'évoquer ce lieu depuis des mois. Trop de souvenirs y étaient attachés. Trop de couches d'images mentales, de jeux inachevés, de cris de joie gravés dans l'air comme des empreintes invisibles. C'était là que Lucas avait couru pour la dernière fois avant sa disparition, là qu'ils avaient passé tant de dimanches après-midi, parfois à rire, parfois à se taire ensemble sur un banc, bercés par le vent et les voix d'autres familles. Ce matin-là, Lucas enfila une veste épaisse, mit son bonnet préféré, celui que Delphine avait tricoté en silence durant l'automne. Julien prépara un sac simple, une bouteille d'eau, 2 sandwichs, quelques biscuits. Delphine ajouta un vieux thermos de chocolat chaud. Ils prirent la voiture sans dire grand-chose. Aucun mot n'était nécessaire. Tout était contenu dans le regard déterminé de Lucas, dans ses gestes sûrs,
dans cette volonté tranquille de se réapproprier les lieux de son passé. Le parc était presque désert. Quelques joggeurs, un couple âgé marchant main dans la main, une mère poussant une poussette. Le ciel était d'un gris pâle mais lumineux, typique de ces fins d'hiver où la lumière recommence à frôler les arbres avec une douceur timide. Lucas descendit le sentier principal avec lenteur, observant les bancs, les arbres, les chemins de gravier. Il s'arrêta devant une vieille balançoire. Elle grinçait légèrement dans le vent. Julien le vit poser la main sur la chaîne, la tirer doucement. Puis Lucas s'assit et se laissa balancer doucement, les pieds traînant au sol. « J'étais ici », dit-il enfin, sans regarder ses parents. « Je me souviens de papa qui courait après moi. Tu tombais tout le temps. Et maman lisait sur le banc là-bas. Elle levait les yeux chaque fois que je criais. » Delphine sentit ses jambes fléchir. Elle s'assit doucement, les mains jointes sur ses genoux. Julien hocha la tête. Il dit « C'était tous les dimanches. Tu adorais venir ici. » Lucas sourit presque imperceptiblement. « J'ai pas rêvé alors. » Il regarda autour de lui. « C'est comme dans ma tête, mais en plus petit. » Ils passèrent de plus d'1 heure dans le parc. Julien et Delphine restaient à distance respectueuse. Lucas explorait les recoins, regardait les noms gravés sur les troncs d'arbres, s'arrêtait parfois, fermait les yeux comme pour vérifier si les souvenirs correspondaient à la réalité. Lorsqu'il revint vers eux, il s'assit sur le banc entre ses parents. Il sortit le thermos, versa le chocolat chaud dans les petits gobelets métalliques. Ils burent en silence, le regard tourné vers la grande pelouse vide. Lucas rompit le silence le premier. « Je pensais jamais pouvoir revenir ici. Pendant longtemps, j'ai cru que ce genre d'endroit s'était inventé. » Julien passa son bras derrière lui sans l'enlacer, juste pour être là. Lucas ne se dégagea pas. Il poursuivit. « Quand j'étais Théo, je croyais que les familles, c'était un truc qu'on racontait aux enfants. Comme les contes. Mais c'est pas vrai, c'est réel. J'en ai une. » Delphine prit doucement sa main. Elle ne pleurait pas. Elle souriait, un sourire fragile mais entier. « Et tu en fais partie. Tu es à ta place. » Lucas hocha la tête. Puis, après une longue pause, il déclara « Je veux garder mon prénom, pas seulement pour moi. Pour me rappeler que même quand on change, on peut rester soi. » Julien répondit simplement « Lucas, dit Théo, c'est comme ça que tu veux être connu ?» Le garçon confirma. C'était un choix, un point final, une déclaration d'identité mûrie, assumée. À partir de ce jour-là, quelque chose se transforma de manière visible dans leur quotidien. Les gestes étaient plus naturels, les rituels mieux installés. Lucas ne craignait plus les contacts physiques. Il acceptait les câlins, parfois même les initiait. Il parlait de ses souvenirs de plus en plus spontanément, même ceux liés à Claire. Mais il le faisait sans trouble, sans ambivalence. Il distinguait désormais ce qui relevait de l'attachement sincère et ce qui appartenait à la manipulation. Il avait acquis une maturité impressionnante, forgée par l'expérience, mais aussi par l'espace de confiance que Julien et Delphine avaient su créer. L'école aussi prenait une tournure nouvelle. Lucas demanda à intégrer une classe à effectifs réduits dans un établissement voisin. Il voulait être comme les autres, mais avec un filet de sécurité. Il comprenait qu'il avait besoin de soutien, mais ne voulait plus être à l'écart. Ses professeurs, informés de son parcours sans que les détails soient dévoilés, l'accompagnèrent avec bienveillance. Il se fit 2 amis proches avec lesquels il passait ses récréations. Il commença même à participer à un atelier de théâtre sur recommandation de sa psychologue. Il disait que jouer, c'est comme faire semblant, mais pour vrai. Et cela lui plaisait. Les mois passèrent, le printemps arriva, puis l'été. Un après-midi, alors qu'il rentrait d'un pique-nique, Lucas demanda à Julien de s'arrêter devant la mairie. Il voulait voir l'endroit où il avait été officiellement retrouvé. Il resta longuement devant les marches, puis il dit « J'aimerais qu'on fasse une photo ici. Pas pour montrer, pour garder, pour quand je serai grand. » Delphine sortit son téléphone. Ils prirent une photo simple, Lucas au centre, Julien et elle de chaque côté. Le garçon souriait, les mains dans les poches, les yeux tournés vers l'objectif avec une assurance nouvelle. Le soir, en la regardant sur l'écran, il déclara « Voilà, c'est comme une fin, mais pas vraiment. » Julien répondit « C'est peut-être le début de la vraie histoire. » Lucas acquiesça. Puis il dit, plus doucement, mais avec une conviction inébranlable, « Je suis rentré. » Et c'est ainsi que s'acheva le long périple de ce garçon, autrefois égaré entre 2 identités. Ni Théo ni Lucas n'avaient été effacés.
Ils coexistaient désormais en lui, comme deux pages du même livre. Mais ce qui comptait, plus que les noms ou les souvenirs, c'était l'ancrage retrouvé, la main de son père dans la sienne, la voix de sa mère dans la cuisine, les étoiles au plafond chaque nuit avant de dormir. Le foyer n'était plus une idée floue, c'était un lieu réel, habité, stable. Et dans le regard de Lucas, dit Théo, brillait à nouveau cette lumière qu'aucun silence, aucune fuite, aucune peur n'avait pu éteindre, celle de quelqu'un qui sait enfin où est sa place et qui n'a plus besoin de se cacher.